Parvenir à un bon fonctionnement des circonscriptions administratives en dépit de la crise sécuritaire, le sujet s'invite à la conférence annuelle. Chef de circonscription et Premier ministre évoquent la résilience et la restauration de l'autorité de l'État. Nous développons l'information dans un instant. Saison des pluies et inondations, des notions qui riment pour certaines zones à risque. De celle-là, le quartier d'Apoya qui a payé un lourd tribut en septembre 2009. 12 ans après, malgré les attributions de parcelles pour quitter la zone inondable, certains résidents font la sourde oreille au point même d'ériger de nouvelles constructions. Constat sur place dans cette édition. Au moins 44 morts après le passage de l'ouragan Ida à New York et dans les États voisins. Des torrents se sont déversés dans plusieurs quartiers, prenant au piège certains habitants. Des dizaines de véhicules restent encore immergés. Le réseau de métro a partiellement redémarré ce 2 septembre. Ce sont les titres de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Reçu en audience cet après-midi par le chef de l'État, le président de la commission de la CEDEAO. Dans le cadre de ses missions, Claude Cassibrou fait le point sur l'état de l'intégration régionale et la marche des institutions. Autre sujet évoqué, les questions sécuritaires et la lutte contre le Covid-19. Alidou Badini et Sébastien Zongo. Pendant plus de 3 quarts d'heure, le président de la commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'entretient avec le président du Faso. Parmi les points abordés avec Rochmark Christian Kabouré, des questions qui concernent l'intégration régionale, mais aussi la lutte contre le terrorisme. Et ça a été aussi l'occasion pour nous de réaffirmer l'engagement au niveau régional à travers le plan d'action de lutte contre le terrorisme qui a été adopté par les chefs d'État ici même à Ouaga. Et donc les actions qui sont mises en œuvre pour justement rendre concret les dispositions qui ont été prises au niveau de ce plan d'action. Nous avons saisi cette opportunité pour faire un peu le point au président du Faso sur la mise en œuvre de notre schéma de libéralisation, la question du renouvellement de la task force sur le système de libre-échange. Et vous le savez, nous sommes engagés au-delà donc de la CEDEAO dans la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf. Le président de la commission de la CEDEAO salue les efforts du Burkina Faso en matière de lutte contre le Covid-19. Les mesures mises en œuvre par les autorités ont permis ici au Burkina quand même d'avoir des résultats qui sont satisfaisants. Et donc tout ce que nous avons pu indiquer, c'est de continuer évidemment les efforts parce que nous faisons face à un risque de 3e vague, déjà qu'on voit dans certains pays de la région. Et donc nous devons renforcer les efforts que nous menons tant au plan de chaque pays, mais au plan régional également. Jean-Claude Cassibrou saisit l'occasion pour réitérer les condoléances de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au gouvernement, au peuple burkinabé et aux familles endeuillées par les attaques terroristes à répétition au Burkina Faso. Faire preuve de résilience et rétablir l'autorité de l'État dans les circonscriptions administratives. Exhortation du Premier ministre au premier responsable au cours de la conférence annuelle. Des échanges directs en ce 3 septembre qui ont aussi permis d'inviter les chefs de circonscription à la mise en œuvre du programme présidentiel et du référentiel de développement. Sié Lassina Ouattara et Nathalie Kaori. Plus de 2 heures d'échange sur les défis à relever au niveau des circonscriptions administratives du Burkina Faso. Face au gouvernement, les représentants de l'État au niveau régional, provincial et départemental. La rencontre s'est tenue à huis clos, mais il ressort que c'est sans langue de bois que les chefs des circonscriptions administratives ont exposé leurs préoccupations qui se résument à la sécurité. Vous savez que notre pays, plus que jamais, vit aujourd'hui un contexte très difficile marqué par le terrorisme. Ce sont des questions en rapport avec la sécurité, ce sont des questions en rapport avec la gestion au quotidien même de nos circonscriptions administratives, au-delà des rapports que nous envoyons chaque trimestre. Et il est normal qu'il puisse nous écouter et que de vive voix nous puissions lui exprimer ces difficultés-là.
Le gouvernement dit avoir pris bonne note des préoccupations soulevées par les CCA. Il exprime sa solidarité aux représentants de l'État au niveau décentralisé, tout en rappelant leurs obligations vis-à-vis des populations de leur circonscription. Je rappelle aux administrateurs que vous êtes, votre devoir d'assistance et d'accompagnement à ces populations qui font preuve de résilience face à ces adversités. Au moment où la conférence 2021 des chefs de circonscription administrative clôture ses travaux, je tiens à vous exprimer mes vives félicitations et mes encouragements pour votre engagement et votre sens élevé du service public. Ces valeurs que vous avez toujours incarnées et promues permettent d'affirmer, malgré un contexte hostile, la présence de l'État sur le territoire national et de favoriser la mise en œuvre des politiques publiques au profit des populations. Et comme le veut le thème de cette conférence, le chef du gouvernement insiste sur le rôle des CCA dans la mise en œuvre du programme présidentiel et du référentiel national de développement. La réélection du président du Faso, son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, sur la base de son programme 2021-2025, ouvre la voie aux administrateurs que vous êtes de vous investir dans la réalisation de vastes chantiers et réformes devant conduire à la concrétisation de sa vision politique de développement de notre pays avec l'ensemble des Burkinabés. Le gouvernement est résolument engagé et attend de vous l'accompagnement nécessaire et indispensable qui doit permettre de relever les grands défis afin de répondre aux nombreuses attentes de nos concitoyens. Toutes ces actions ne pourraient se réaliser sans une restauration de l'autorité de l'État mise à mal dans certaines localités du Burkina Faso. D'où l'invite du Premier ministre au CCA à assumer leurs fonctions avec responsabilité et dans le respect des textes de loi qui régissent le fonctionnement des circonscriptions administratives du Burkina Faso. Ce soir, on reparle du drame de Koudougou avec la visite chantier par l'ARCOP. L'autorité de régulation de la commande publique tente de comprendre ce qui s'est réellement passé. D'où sa présence cet après-midi à l'université Norbert Zongo. Une mission d'observation qui se veut un préalable à la mise en place de la prochaine mission d'enquête. Le constat avec Rasman Ezoundi et Boukari Ouedraogo. Des tonnes de gravats et de ciment sur une hauteur de plus de 3 mètres ont fini leur course à même le sol avec sous les décombres 3 étudiants de l'Institut universitaire de technologie et un menuisier coffreur. C'est le décor dans lequel se sont retrouvées les populations de Koudougou le 31 août dernier aux environs des 10 heures. Quelques jours après le drame, les casques des victimes jonchent le sol et les stigmates toujours visibles témoignent de la gravité du choc. Un drame qui s'est déroulé en présence d'un spécialiste du bâtiment qui s'est confié au journal Citoyen du jour et pour lui, les 2 poteaux en façade étaient de faibles dimensions et ne pouvaient pas supporter la charge de béton de la dalle. Qu'à cela ne tienne, l'autorité de régulation de la commande publique veut mieux comprendre à travers cette mission d'observation. Ce qui est arrivé est extrêmement grave. Ce n'est pas une première, on en convient. Mais cette énième épreuve nous interpelle tous. Au-delà de l'indignation et de la consternation qu'on peut avoir, c'est qu'on doit tous s'interroger sur la responsabilité que l'on peut assumer pour que ce drame ne se répète plus. Une mission d'observation qui vise à préparer une mission d'enquête pour apprécier le niveau de technicité de l'entreprise et surtout situer les responsabilités. L'enquête va consister pour les enquêteurs d'examiner tout le processus de passation et d'exécution de l'ouvrage afin de voir à quel niveau justement il y a eu des manquements. Alors si c'est dans le processus d'attribution déjà qu'il y a eu des manquements, de sorte que des acteurs ont pu masquer leurs compétences réelles en usant du faux, par exemple, alors évidemment, cela va être constaté et les sanctions vont en découler. Une chose est sûre, ce bâtiment prévu pour abriter le foyer des étudiants de Koudougou ne prendra pas forme de sitôt, car la solidité de ce qui reste laisse à désirer et tout laisse à croire que le tout finira par s'écrouler comme un château de cartes.
4 années d'existence et voici le Parti socialiste qui s'interroge sur sa contribution à l'édification d'un Burkina de paix. Une réflexion portée à son tout premier congrès extraordinaire. Pour ce parti affilié à la majorité présidentielle, c'est aussi l'occasion de passer en revue ses différentes actions. Roger Kam et bienvenue Tonsa. Porté sur les fonds baptismaux en septembre 2017, le Parti socialiste du Burkina tient ici son tout premier congrès extraordinaire. C'est un moment d'introspection avant de se projeter vers l'avenir. Nous avons trouvé qu'il fallait en fait refaire une analyse de ces 4 dernières années pour regarder qu'est-ce qui a marché, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché et aussi attribuer de nouvelles missions, en tout cas à nos organes du parti. Pour les responsables de ce parti, la situation nationale, marquée notamment par l'insécurité, impose de nouvelles orientations. C'est pourquoi il se propose ici de mener la réflexion pour proposer des pistes de solutions à une sortie de crise au Burkina Faso. Je pense que c'est pour apporter de nouvelles touches. Tout ce qui va sortir des travaux, ça sera des contributions, des apports pour le développement de notre pays. Voilà, parce que nous pensions qu'aujourd'hui, on doit faire taire nos égos. Il faut en fait construire le pays ensemble dans une vision en tout cas de paix et de cohésion sociale. Parti d'obédience social-démocrate, ce congrès constitue pour le PS Burkina le point de départ de sa participation effective aux activités de la mouvance présidentielle, a laissé entendre son président Aboubakar Balima. Pour le mouvement citoyen du renouveau, il faut s'inspirer de la reconstitution de la Haute-Volta pour un sursaut patriotique dans la construction de l'État-nation. Le 4 septembre, le 74e anniversaire de la reconstitution de la Haute-Volta, retenu comme symbole des valeurs endogènes incarnées et défendues par les dévanciers. Et c'est ce qui a campé le décor de la rentrée citoyenne du mouvement, débutée ce matin par une conférence à Ouagadougou. Détail avec Kwala Nebi et Nyarkiteda. Le renouveau citoyen créé en 2019 s'appelle désormais mouvement endogène. C'est la déclaration d'entrée de son président à cette conférence de presse. Le concept repose sur une trilogie: converser, diverger et convertir. Il prône l'ouverture des débats pour une production collective qui appelle à son tour une dialectique avec des thèses et antithèses pour enfin les traduire en politique publique, mais aussi de développement à partir des forces propres au Burkinabé et à l'histoire du pays. Pourquoi endogène? Le président Thomas Sankara et ses compagnons nous l'ont appris. Le professeur Joseph Kizerbo l'a aussi théorisé. Je cite: on ne développe pas, on se développe. Notre développement sera donc endogène ou ne le sera pas. La quintessence de ces convictions, nous l'avons trouvée dans le mot endogène et nous voulons la partager avec l'ensemble de nos compatriotes de toutes les couches sociales, de tous les bords politiques. Pour y arriver, les activités commémoratives sont axées sur des panels relatifs à l'histoire du Burkina, les défis actuels et les perspectives pour la construction d'un État-nation. Les activités prévoient également des œuvres de solidarité aux blessés de guerre et aux personnes déplacées internes. Nous devons l'existence du Burkina Faso d'aujourd'hui à ces hommes et femmes qui ont pris sur eux d'assumer leur mission historique. Cette date doit être une occasion de croire en nous-mêmes, de croire en nos capacités de modeler notre destin, de chercher en nous les voies et moyens de nous frayer un chemin. Contrairement aux autres dates célébrées dans notre pays, dans la division, souvent selon les courants politiques ou des opinions contraires, la date du 4 septembre reste clairement la seule date majeure de notre existence comme territoire depuis 1932, qui ne peut souffrir d'aucune querelle objective. Le mouvement endogène en veut pour preuve la résilience du peuple voltaïque et son refus catégorique de l'humiliation qui a su mener un combat, une lutte digne d'intérêt pour la reconstitution de la Haute-Volta le 4 septembre 1947, alors disloqué en 1932. Et c'est à juste titre que le mouvement commémore le 74e anniversaire de cette date, ce 4 septembre 2021, comme symbole de la sauvegarde des valeurs endogènes.
Saison pluvieuse, période propice au paludisme saisonnier. Le Burkina se donne de l'avance en optant pour la chimioprévention depuis 2014. La campagne, comme à son habitude, se fait sur plusieurs passages et ce 3 septembre marque le 4e de l'année, lancé ce matin par le ministre de la Santé dans la commune de Kokologo. Le passage est couplé avec le dépistage de la malnutrition aiguë. Le lancement immortalisé par Nongba Kouda et Sekou Zongo. Le professeur Chalmaï Ouedraogo en action contre le paludisme et la malnutrition aiguë chez les enfants de 3 à 59 mois. Ainsi, ici à Kokologo, c'est le 4e passage de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier et le dépistage de la malnutrition aiguë qui sont officiellement lancés. Objectif, toucher plus de 4 millions d'enfants entre le 3 et le 6 septembre. À travers cette action, nous visons environ 4 227 000 enfants sur toute l'étendue du territoire, et ce qui va permettre de réduire la morbidité et l'incidence du paludisme dans environ 75%. Cette campagne d'administration de produits pharmaceutiques est suivie de conseils aux parents qui doivent eux-mêmes administrer les produits aux enfants après cette première dose. Occasion pour le professeur Chalmaï Ouedraogo d'appeler à une adhésion des populations. Il y a un questionnaire qui est administré aux mères avant de donner les produits aux enfants. Et je souhaite également que toute la communauté et les différents responsables et détenteurs d'enjeux de la communauté puissent s'engager aux côtés des agents de santé pour faciliter le déroulement de cette campagne. La campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier couvre depuis 2019 l'ensemble du territoire national. Elle consiste aucunement à traiter un paludisme déjà installé dans l'organisme. En plus, les enfants malnutris sévères ne sont pas éligibles à cette campagne. La campagne a également pour avantage de faciliter la croissance des enfants et de participer à la sauvegarde de l'épargne familiale, à en croire les responsables du ministère de la Santé. S'inscrire aussi dans la prévention pour la situation épidémiologique qui se présente comme inquiétante au Burkina et dans la sous-région, et pour cause l'apparition de maladies à potentiel épidémique, de quoi alerter le comité de gestion des épidémies de la région du Sahel. À la faveur d'une rencontre ce 3 septembre, il a présenté des micro-plans de prévention et de riposte. Albert Nepié et Piniti Yanou. À ce rendez-vous de donner et de recevoir, le comité régional de gestion des épidémies du Sahel passe au peigne fin la situation épidémiologique au niveau national et international. Dans la sous-région et donc dans notre pays, il a été signalé des cas de maladies à potentiel épidémique, comme par exemple la maladie dite fièvre de Marburg, le choléra, de même que la maladie à virus Ebola. Il était de bonne loi que très rapidement les comités régionaux de gestion des épidémies puissent se réunir pour faire le point de la situation épidémiologique. La région du Sahel connaît une hausse de cas de paludisme, des cas actifs de Covid-19 selon la direction régionale de la santé, des risques accrus de maladies à potentiel épidémique, notamment les choléra, la fièvre hémorragique, dont des actions sont entreprises pour renforcer la surveillance épidémiologique. Depuis les premières alertes que nous avons reçues au niveau des premières autorités du pays, selon l'expérience que nous avons entrepris de renforcer très rapidement la surveillance épidémiologique, de revenir sur l'ensemble des aspects concernant la connaissance que le personnel devrait avoir de ces maladies et d'évaluer les différents points d'entrée, notamment les postes frontaliers, qui devraient disposer d'un minimum de capacité de
détection et de réponse à ces différentes maladies-là. La rencontre du comité de gestion des épidémies tient lieu donc de rappeler l'urgence que recommande la situation afin que chacun y mette du sien pour que la détection de ces maladies à potentielle épidémie soit faite rapidement avec des réactions précoces. Pluviométrie satisfaisante pour un aspect rassurant des champs, c'est le constat établi par le ministre de l'Agriculture en tournée dans la région du centre de Komsilga à Konki-Ipala en passant par Tanguinda-Souri. Les producteurs n'ont également pas manqué de l'interpeller sur les problèmes d'accès aux intrants et aux équipements agricoles. Tournée suivie par Rasmane Zundi et Momoni Soubega. À Talfmenga, dans la commune de Komsilga, le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et la mécanisation visite l'exploitation agricole de Bourema Tamsoba. Pour cette campagne agricole, ce producteur a emblavé 10 hectares de nibé, 3 hectares de sorgho blanc. Ces recettes prévisionnelles se chiffrent à près de 700 000 francs CFA. Nous avons besoin d'un tracteur et d'engrais aussi, pour pouvoir faciliter le travail. Yekoutin, dans la commune de Konki-Ipala, le ministre Salifou Ouedraogo visite le site de vulgarisation de niébé amélioré appelé Komkale. Une variété qui produit 1500 kg à l'hectare, contrairement à la variété locale qui produit 1000 kg. À Konki-Ipala, le ministre poursuit sa visite au bas-fond risicole de Yekoutin, un bas-fond exploité par le groupement Sourinoma. Ici, ce sont 38 hectares qui sont enveloppés par 253 personnes. Environ 17 millions de francs CFA sur le bénéfice net que le groupement attend pour cette campagne agricole. Notre bas-fond là, c'est le premier bas-fond à Tintilou ici. Nous, on est en train de commencer. Bon, c'est un peu, parce que monsieur le ministre est venu. Bon, je vous félicite beaucoup. Comme nous, le prophète, monsieur le ministre qui sont venus, je vous demandais s'il peut aider nous de formation. Après avoir rappelé le bien fondé de l'initiative présidentielle, produire 1 million de tonnes de riz paddy par an, le ministre de l'Agriculture les a encouragés à persévérer dans la production de cette céréale. À Konki-Peul, c'est l'exploitation de Boubacar Bouri qui a retenu l'attention du ministre de l'Agriculture. Il exploite 2 hectares et demi de maïs. Et pour cette campagne agricole, ces recettes prévisionnelles se chiffrent à environ 1 million de francs CFA. Je m'attends en tout cas à pas moins de 6 tonnes. Cette année, j'ai un peu augmenté la superficie. Mais l'année passée, j'ai eu 4 tonnes et demi. Nous avons des problèmes par rapport à l'obtention des engrais, de l'engrais. Et puis les produits phytosanitaires. Parce qu'il y a des attaques, les chenilles légionnaires. La situation pluviométrique est très bonne au niveau de la région du centre. Si ces pluies se maintiennent régulièrement, nous pouvons s'attendre à atteindre nos objectifs de production qui sont de 100 000 tonnes au niveau de la région du centre. Avec la Covid-19, l'engrais s'est fait rare et les prix ont flambé. Néanmoins, au niveau du gouvernement, nous avons mis en place la CAIMA, la centrale d'approvisionnement en état et matériel agricole, qui a permis de pouvoir, un temps soit peu, mobiliser 17 000 tonnes. Tintourou est la 5e étape de la visite du ministre Ouedraogo. Ici, il vient encourager et féliciter Amilou Kabré, producteur maraîcher. En saison sèche comme en saison pluvieuse, il s'investit dans la production de la culture maraîchère avec 7 employés permanents. Pour cette saison, les recettes prévisionnelles d'Amilou Kabré se chiffrent à plus de 1,5 million. Le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et la mécanisation a fait également un tour au centre de production de Green Cross à Zoktouli. Salifou Ouedraogo est allé encourager le responsable de ce centre de mécanisation et les femmes du groupement Lagmtaba spécialisées dans la fabrication du compost. L'hivernage, c'est aussi ce qui rime assez souvent avec les inondations. Plusieurs quartiers comme Dapoya vivent la situation avec le souvenir marqué par les inondations du 1er septembre 2009. 12 années après, force est de constater que les vieilles habitudes reprennent du terrain malgré l'attribution de parcelles à Yagman pour favoriser le déménagement de certains. Leur présence est encore notable avec l'érection de nouveaux bâtiments dans les bas-fonds. Les résidents évoquent plusieurs raisons dans ce dossier signé Amadou Ilboudo et Ismaël
Ismaël Diloma Sirima. À 100 mètres de la digue du barrage de Tanguin, ces concessions sont permanemment dans le risque d'être inondées, comme au 1er septembre 2009. Madame Kaboré habite l'une de ces concessions dans le quartier d'Apoya, durement éprouvée il y a 12 ans. Le spectre des inondations plane toujours et tout au long de l'hivernage, les habitants de Dapoya sont inquiets. L'année passée, quand il a plu, l'eau n'est pas rentrée, mais dans ma maison, tout était plein. Ça vient par terre, ça sort. Tu peux même pas marcher, tu ne sais pas où l'eau est. Moi, j'ai dit aux enfants, je dis, mais l'eau est dans la maison, mais on ne sait pas où l'eau est rentrée. Je regarde, je vais là-bas, je vois que ça c'est sous. Je dis, mais ma voisine m'a appelé. Elle dit, mais chez toi là c'est comment? Je dis, mais chez toi c'est comment? Que cette fois-ci là c'est pas, c'est sous la terre de ma maison est pleine. Je dis, chez moi aussi c'est plein. Yacouba Sana vit aussi cette situation à chaque saison des pluies. Avec sa femme et ses 4 enfants, il loue cette maison située à 1 jet de pierre de la digue du barrage. Malgré les risques d'être sinistré, il reste attaché à cette maison pour des raisons financières. Il y a d'autres maisons à louer, mais c'est faute de moyens qu'on loue celle-là à 10 000 francs. Si tu ne travailles pas, c'est difficile d'aller au-delà. Madame Kaboré soutient aussi qu'elle n'a pas d'autre choix. Elle reconnaît par contre avoir reçu une parcelle à Yagma ainsi que du matériel pour se reloger. Cette main tendue du gouvernement est très courte selon elle. Quand on te donne une parcelle, on te donne les moyens d'aller construire. Ils ont donné quoi? 50 000 francs, ça peut faire quoi? C'est tous nous qui sommes partis à la retraite. Vous m'avez donné une parcelle, vous ne m'avez pas donné les moyens de construire. Je vais faire comment? Moi, je suis venu avec moi, j'ai fait du ciment, j'ai fait des briques et j'ai renforcé mon point. J'ai renforcé, j'ai fait d'autres choses avec ça. Ici, c'est pourquoi cette année il a plu, même je n'ai pas bien senti. Nettoyer le bas-fond et le débarrasser de toutes ces ordures est la solution idoine selon les riverains. En attendant, ils ne sont pas prêts de quitter leurs maisons qui sont nez à nez avec les marécages. Accélérer l'inclusion financière des populations en vue d'accroître leur engagement dans les actions de développement, une contribution de l'Agence d'investissement des Nations Unies qui a convié pour 72 heures les formateurs en éducation financière pour un renforcement de capacités, ce qui devrait également permettre aux populations d'améliorer leurs pratiques d'épargne, de gestion des dettes et de budgétisation. Hassan Guébré et Bernard Adiasso. La formation des formateurs en éducation financière, y compris les modules digitalisés, a concerné les conseillers techniques communaux du projet Weyupani, les facilitateurs et superviseurs des systèmes financiers décentralisés des partenaires, les agents de crédit du FARF et le personnel du secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. 4 jours durant, la trentaine de participants ont été outillés de support en éducation financière. J'ai eu des participants qui ont été vraiment très proactifs. Tout le monde a participé et ça a facilité vraiment le déroulement de la formation. En recevant leur cahier du participant, attestation et guide de formation, ces formateurs désormais avisés auront pour la suite la responsabilité des formations des entreprises forestières villageoises et des membres des groupes d'épargne. C'est une formation qui va nous permettre de transmettre des savoirs à nos entreprises forestières villageoises afin de les aider à mieux exercer leurs activités qui vont pouvoir générer des revenus pour le bien-être des communautés. La mise en œuvre de ces formations a été faite en 5 sessions avec la collaboration de plusieurs projets et partenaires de l'Agence d'investissement des Nations Unies, UNCDF. À ce terme-là, nous avons formé 93 formateurs en éducation financière. Et ces formateurs-là donc ont également pour mission d'aller dans les différentes régions du pays pour former également les ménages et également les entreprises dans toutes les communautés rurales du Burkina. La présente formation fait suite à une série de formations des formateurs en éducation financière débutées en juillet dernier. Elle vise l'amélioration des pratiques d'épargne, de gestion des dettes, de budgétisation et partant renforcer le développement économique des communautés rurales.
Autre cadre de rencontre, l'Assemblée sectorielle des projets et programmes du secteur de la culture, des sports et des loisirs. Il se tient ce 3 septembre avec 2 projets à évaluer au cours des échanges. Il s'agit du programme d'appui aux industries créatives et de gouvernance culturelle et du programme d'appui au secteur de la culture. Amadou Ilboudo et Sébastien Zongo. Une journée pour analyser 2 rapports de performance. Le premier concerne le programme d'appui aux industries créatives et de la gouvernance culturelle. Le second rapport de performance à être analysé est celui du programme d'appui au secteur de la culture. Il ressort que nous sommes dans des performances moyennes, j'allais dire. Parce qu'il y a un projet qui est classé au vert au premier rang et le deuxième projet est à l'orange, c'est-à-dire dont il faut encore faire des efforts. Pour améliorer ces projets et programmes, des recommandations sont attendues de cette rencontre. Une activité suivie de bout en bout par les partenaires techniques et financiers. On donne aussi un appui au fonds de développement culturel et touristique, notamment pour des activités culturelles. Ce sont des appuis en même temps techniques et financiers, donc on appuie ce secteur avec... ce sont 2,5 millions de francs suisses, donc ce sera 1,6 milliard de francs CFA sur 4 ans. Ces fonds de la coopération suisse sont principalement orientés vers le secteur du théâtre et du cinéma. Voilà, Amadou Ilboudo qui était plutôt accompagné par Ismaël Diloma Sirima pour ce reportage. Or, de chez nous, c'est le chaos aux États-Unis. Après le passage de la tempête Ida, au moins 44 morts ont été enregistrés, dont 13 à New York. Plusieurs habitants ont été surpris dans leur sous-sol ou dans leur véhicule. Des centaines de milliers de foyers sont toujours sans électricité et plus de 18 000 personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable. 24 heures après le passage des restes de l'ouragan Ida, New York compte ses morts. Il y en a au moins 44 en tout dans la région, dont 13 rien que dans la ville de New York. Certains habitants ont été pris au piège dans leur sous-sol. Dans l'état voisin du New Jersey, le bilan est aussi très lourd. 23 morts. La plupart des victimes ont été prises par surprise dans leur voiture. Dans certaines zones, les dégâts sont considérables. Des habitations entières sont défigurées. Le président Joe Biden mise sur son grand plan dédié aux infrastructures pour lutter contre ce type d'événements dont l'intensité et la récurrence est aussi liée au changement climatique. Je vais insister pour que l'on poursuive la mise en œuvre de mon plan qui prévoit des investissements historiques pour les installations électriques, la modernisation de nos routes, de nos ponts, de nos réseaux d'eau, d'égouts et de nos lignes de transmission afin de rendre toutes ces installations plus résilientes face aux tempêtes, incendies et inondations qui vont se produire avec une fréquence et une férocité croissantes. Ces derniers jours, l'ouragan Ida, les incendies de forêt dans l'ouest, les crues soudaines à New York et dans le New Jersey nous rappellent une fois de plus que ces tempêtes et la crise climatique sont bel et bien là. Joe Biden doit se rendre ce vendredi en Louisiane, 5 jours après le passage d'Ida qui a fait en tout 13 morts dans cet état, au Mississippi et en Alabama. Voilà donc qui referme à ce 20h. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain Dieu voulant. Bonsoir.